Alors ça fonctionne. Donc bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street, nous sommes le 8 octobre 2013, bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché, on va faire un panorama comme d'habitude des actifs, mais on commence tout de suite ce point de marché par la conférence de trading FXCM, les inscriptions sont ouvertes, c'est le moment, inscrivez-vous, d'ailleurs vous allez tous vous inscrire tout de suite, on va faire comme ça, donc là vous êtes sur la page d'accueil du site, la page dédiée à la conférence sur le site FXCM, donc je vous donne tout de suite le lien, on est en train de vous peaufiner cette conférence, vous pouvez d'ores et déjà prendre connaissance du programme, vous allez prendre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde, il y a du beau monde, Jean-Étienne Lenné, Stéphane Sauduteuil, Pascal Talarida, Olivier Delamarche, Philippe Béchade et d'autres, et bien sûr toute l'équipe d'EliFX, donc une conférence au Palais Brognard, à l'auditorium du Palais Brognard, complètement gratuite, où on vous accueille avec un petit déjeuner offert, plein de choses, c'est le moment de se rencontrer, c'est le moment vous-même, entre vous, de faire connaissance, parce que vous n'êtes pas simplement un simple pseudo ici en salle de trading ou encore sur le forum d'EliFX, venez donc vous rencontrer, organisez-vous dès maintenant, vous avez 6 semaines pour planifier donc cet événement, pour notre part, nous sommes prêts et nous vous proposons donc ce programme. Alors quel sera le programme justement de cette conférence au Palais Brognard? Eh bien, on commence à 9 h par un petit déjeuner, et ensuite donc Jean-Étienne Lenné, professeur d'analyse technique à l'ESGF, interviendra, il vous proposera notamment son système d'optimisation sur les moyennes mobiles, ensuite une session de scalping en live avec Stéphane Sauduteuil et d'autres intervenants. À 11h15, c'est Pascal Talarida qui interviendra donc sur le marché en intraday, puis entre 13h30 et 14h30, après bien sûr une pause déjeuner offerte par FXCM, vous retrouverez donc dès 13h30 Olivier Delamarche, Philippe Béchade et Nicolas Chéron pour un débat sur la sortie de crise en Syrie. 14h30, 15h30, les prévisions et trades gagnants de l'équipe d'EliFX, une pause café, ensuite une conférence auquel je participerai avec Benoît Fernandez-Rioux sur l'approche fractale et Fibonacci, et enfin les stratégies gagnantes des meilleurs traders du concours Trading Masters de Zone Bourse. Une belle journée donc qui s'annonce, c'est le moment de vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes, le nombre de places est limité, il n'y a que 800 places à l'auditorium du Palais Brognard, vous serez au moins 2000, donc allez-y, inscrivez-vous, c'est juste ici, vous avez un formulaire d'inscription à remplir, c'est tout simple, un prénom, un nom, un numéro de téléphone, un email, vous soumettez l'inscription et c'est parti, donc on vous attend. Alors, donc je vous ai donné le lien, donc bienvenue bien sûr au point de marché Wall Street, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on commençait donc par cette conférence, simplement, ah oui, j'avais pas tout à fait terminé et on attaque le point de marché, vous avez donc sur le forum d'EliFX une file qui a été ouverte, je vous en donne tout de suite le lien dans correspondance de traders, dans cette file en fait vous avez la possibilité, comme vient de le faire par exemple Bouffon88, de préciser si vous serez présent ou pas à cette conférence. Sachez que si vous indiquez votre présence ici dans cette file du forum, bien sûr on vous prépare une petite surprise, voilà, je n'en dis pas plus, mais toutes les personnes qui précisent ici et bien sûr qui viendront effectivement à la conférence, eh bien on vous prépare un petit supplément, donc je vous donne aussi le lien vers cette page, si je retrouve juste, voilà, là, le cover it. Donc voilà, donc en gros, dans la file commentaire à droite, vous avez le lien pour vous inscrire tout de suite. Encore une fois, inscription complètement gratuite. Vous êtes pris en charge tout au long de la journée. On va vous chouchouter. Et enfin, si vous précisez votre présence dans cette file du forum, un supplément, une surprise. Et je ne vous en dis pas plus pour le moment. En tout cas, on compte vraiment sur votre présence et puis au-delà de ça, je pense que ce sera le moment pour vous de faire connaissance. Vous êtes nombreux à interagir sur le forum, notamment dans vos journaux de trading et j'imagine que pour la plupart, vous ne connaissez pas en réel, j'en perds mes mots, vous voyez. Donc c'est le moment aussi de faire connaissance, en plus bien sûr de ce riche programme de la conférence donc FXM de trading 15 novembre prochain au Palais Brognard. Alors aujourd'hui on va ouvrir et on va continuer donc ce point de marché. Vous le savez, pas de statistiques économiques d'importance aujourd'hui, tout simplement parce que nous attendons demain les minutes de la Fed à 20 h, mais attention pour les traders de paires en yens, et vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée des paires en yens, j'ai même envie de dire c'est la journée des supports majeurs des paires en yens. Vous avez notamment vu la belle réaction d'Euro Yen et USD Yen, avant les minutes de la Fed demain à 20 h, à 1h50 ce soir. Et donc, soyez réveillés, ne vous couchez pas avant 2 h du matin, puisque nous attendons les minutes de la BOJ. Alors, est-ce que ce que font les paires en yens, ces précurseurs, à un rebond des paires en yens, en imaginant que la BOJ pourrait par exemple dire qu'elle maintient et qu'elle renforce sa politique monétaire accommodante, ce qui affaiblirait le yen et donc prolongerait le rebond des paires en yens? En tout cas, je ne sais pas, mais
potentiellement, si les paires en yens devaient clôturer aujourd'hui, nous aurions tout simplement des avalements haussiers daily sur les supports majeurs que nous vous avons précisés depuis ce matin. Je n'en dis pas plus, je ne sais pas comment vont clôturer les paires en yens ce soir, mais ça se passe aujourd'hui sur les paires en yens et j'imagine que vous êtes nombreux dessus. Alors, point de marché Wall Street, point commun depuis une semaine, eh bien le gouvernement américain qui est toujours fermé. Donc je vous remontre eh bien, ce drapeau des États-Unis qui est barré, le fameux shutdown qui dure maintenant depuis 8 jours. Au fond, le shutdown en lui-même, on avait vu ça, eh bien c'est pas un événement en tant que tel, puisque beaucoup de choses fonctionnent encore aux États-Unis. Au fond, peu de services sont fermés, même si par exemple pour nous, eh bien le département du travail est terminé, donc nous n'avons pas eu de NFP, et Adrian me répétait tout à l'heure que nous n'aurons probablement pas les ventes au détail aux États-Unis vendredi prochain. Dans tous les cas de figure, ce qui est plus gênant, c'est la durée que prend ce shutdown. En 1996 et 1997, ça avait duré 22 jours, si mes souvenirs sont bons. Nous en sommes à 8 jours. Attention, comment ? Et à l'époque, il n'y avait pas de plafond de la dette, nous rappelle Adrian. Alors que là, le plafond de la dette sera atteint le 17 octobre. Donc ça, c'est aussi très bientôt. Alors on peut imaginer que si le 17 octobre, tout est encore fermé, que le budget pour l'année 2014 n'est toujours pas voté, eh bien le Congrès ne va pas se pencher sur ce plafond de dette. Bref, il faut que cette mascarade, cette blague, c'est Barack Obama qui en parlait le week-end dernier, se termine le plus rapidement possible. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, pas de statistiques vraiment de premier rang. Bon, il y a la balance commerciale, on le sait, aux États-Unis. C'est attendu d'ailleurs dans l'après-midi. Je pense que vous connaissez mieux l'heure que moi parce que vous avez certainement déjà dû jeter un œil au calendrier d'EliFX. Dans tous les cas de figure, pas de statistiques majeures avant demain, donc les minutes de la Fed. Et ce soir, on va aller voir ça sur le calendrier, bien les minutes de la BOJ. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est les minutes de la BOJ. C'est concrètement un événement qui vient un peu débriefer la précédente réunion d'un comité de politique monétaire. En gros, le comité exécutif d'une banque centrale, celui qui détermine les orientations de la politique monétaire. Donc ce soir, à 1h50, eh bien, nous allons revenir justement à travers ces minutes de la BOJ sur la dernière réunion de la Banque centrale du Japon qui avait eu lieu donc il y a quelques semaines. Donc vous voyez, nous sommes aujourd'hui le mardi 8 octobre, mais mercredi 9 octobre à 1h50 du matin, ce sont les minutes de la BOJ, et ensuite vous avez le directeur adjoint de la Banque centrale du Japon à 3h du matin qui prendra donc la parole. Et ensuite, toujours ce mercredi 9 octobre, et bien à 20h demain, les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc mercredi, c'est le jour J, c'est le D-Day de la semaine. C'est demain clairement qu'il va se passer, je pense, des mouvements importants sur les marchés. Et les paires en yens semblent déjà se bouger aujourd'hui avec des belles réactions. On va essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi. Là, il y a des belles réactions sur les paires en yens qui tendait à glisser en fait pas mal ces dernières séances et on attendait justement ce début de réaction. Et en fait vous allez comprendre qu'aujourd'hui c'est un peu la journée des supports majeurs. Vous êtes nombreux à en avoir parlé sur le forum, la journée des supports majeurs sur les paires en yens et les indices actions américains, des actifs qui ont pas mal baissé ces dernières semaines et qui, bien à un moment ou à un autre, ça allait arriver, reviennent au contact de supports de moyen long terme. Donc on va en parler de ces marchés. Voilà donc comment on va procéder. Je vous propose moi mon point de marché. On commence par l'horizon de temps hebdomadaire et ensuite on bascule sur l'horizon de temps journalier. Ensuite, vous avez la parole à travers la file commentaire qui se trouve donc à droite de la salle de trading sur laquelle vous visualisez actuellement mon écran. Entre temps, inscrivez-vous. Donc là, je vois que vous êtes plus de 200 à peu près. J'imagine que vous êtes déjà autant à vous être inscrit à la conférence FXCM. Vraiment, allez-y, puisque la salle ne contient pas plus de 600-700 personnes. Donc allez-y, inscrivez-vous. Alors, l'horizon de temps hebdomadaire, aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer un certain nombre de graphiques que je vous ai déjà montré ce matin sur le site. Et d'ailleurs je pense qu'on va reprendre directement les graphiques de mes analyses, ce sera plus simple. On va d'abord revenir sur l'indice Dow Jones. Et au fond, lorsque vous regardez ce graphique de l'indice Dow Jones, vous regardez aussi le S&P 500, les deux sont dans le même cas de figure. Je vous rappelle le cadre de fond, un canal haussier de long terme en place depuis 2008. Non, nous ne sommes pas dans le bas de canal haussier de long terme. Ce que je vous propose là, c'est pas d'acheter le bas de canal haussier de long terme, puisque là, par contre, nous en sommes éloignés. Par contre, vous le savez, les indices Dow Jones et S&P 500, au sein de ces gros canaux de long terme, dessinaient des figures un peu plus courtes, notamment ici le Dow, donc un canal à faible pente tout en haut du canal haussier de long terme. Et l'indice Dow Jones, après 2 semaines de baisse, revient ce matin pile poil
sur le bas de canal. Et j'étais comme vous ce matin, j'étais devant le dos. Lorsqu'il était aux alentours des 14 880 points, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je lance un achat? Et bien finalement, je n'y suis pas allé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je n'y suis pas allé. J'avais tout pour y aller. J'avais le chartisme et le rendement risque. Mais je n'y suis pas allé parce que demain, c'est les minutes de la Fed aux États-Unis. Et en fait, tout peut se passer. Et vous avez bien compris que c'est un canal haussier, certes, à faible pente. Un canal haussier qui fonctionne bien depuis quelques mois. Par contre, le risque de cassure n'est pas exclu, surtout que demain j'attends un retour de la volatilité très important avec les minutes de la Fed, et puis on ne sait pas aussi ce qui va se passer avec ce gouvernement US qui est toujours fermé, donc ça me paraissait risqué d'y aller comme ça ce matin. J'imagine que par contre vous y êtes allé, notamment lorsque je regarde la file d'eau du forum, je pense que vous êtes nombreux à y être allés. Bon, c'est tout simple, le stop c'est sous les 14 880 points, là pour le coup le rendement risque est extrêmement clair. Alors, ça c'est le graphique journalier de l'indice Dow Jones. On vient de voir un canal et on est en train d'en tester la borne basse. Mais attention, qu'est-ce que c'est concrètement ce canal à long terme? Eh bien, vous l'avez ici sous les yeux. Cette fois-ci, nous sommes en direct sur la plateforme MarketScope. Et ce canal dont je viens de vous proposer la borne basse à 14 880 points, eh bien, vous constatez qu'à long terme, c'est une petite figure. Une petite figure qui s'inscrit par contre dans un canal haussier de très long terme. Et là, vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que le bas de ce canal haussier de très long terme, eh bien, si aujourd'hui je prolonge verticalement le niveau actuel des cours, il passe à 13 500 points. Donc, vous avez compris pourquoi on teste un point important. Si jamais le dos devait casser par le bas le petit canal au sein duquel il évolue actuellement et qu'il teste depuis ce matin, il y a potentiellement 1500 points à perdre sur l'indice Dow Jones. Nous n'en sommes pas là, nous parlons des prochains mois. Dans tous les cas de figure, vous comprenez pourquoi les points actuellement testés sur les indices US sont des points vraiment importants, qui génèrent depuis ce matin sur les contrats futurs, et là depuis maintenant d'ailleurs, puisque Wall Street vient d'ouvrir, un rebond du S&P 500, de l'indice Dow Jones. Vous aviez donc un très bon rendement risque pour tenter des achats à court terme sur cet indice Dow Jones. Et si jamais ça doit casser, sans regret, puisque là le stop, on était pile poil sur le point ce matin, le stop est à 20 points et derrière vous avez une espérance de rentabilité extrêmement forte. Donc l'indice Dow Jones, vous en connaissez la situation. Le S&P 500, c'est exactement la même situation. Je vous repropose à nouveau un graphique en données hebdomadaires sur l'indice Dow Jones. Vous commencez maintenant, je pense, à le connaître. Un canal haussier de long terme. Et puis là, nous sommes à plus court terme dans la partie basse d'un biseau ascendant. C'est d'ailleurs ce qui distingue les indices Dow Jones et S&P 500 en données journalières, puisque le Dow, lui, est dans un canal à faible pente dont il teste la borne basse ce matin à 14 880 points. Et l'indice S&P 500, lui, est davantage donc dans un biseau ascendant dont il teste depuis ce matin la borne basse. On parlera tout à l'heure du Nasdaq aussi en données journalières, mais concrètement c'est le même topo sur le Nasdaq, canal haussier de long terme et une figure d'essoufflement dont on teste la borne basse là à court terme. Donc en gros, j'ai l'impression que là en ce moment se rejoignent court terme et moyen terme, c'est-à-dire que les points, les supports testés là à court terme peuvent potentiellement donner le point de départ de quelque chose d'important à moyen terme, et là je parle donc des prochaines semaines. Donc soyons méfiants sur ces indices US dans tous les cas de figure. Pour l'instant, les supports, les bas de figure évoqués depuis le début de ce point de marché tiennent le choc. Et si on tient le choc aux États-Unis, en Europe naturellement on tient le choc, puisque je pense que là nous avons une situation assez rare qui se produit. Pardon. Je parle un peu vite, je vais me calmer et je vais reprendre mes esprits. Vous vous souvenez tous du mois d'août dernier que nous avons vécu. Entre le 1er août et le 15 août, Wall Street avait décroché. Et l'Europe, elle, avait tenu. Mais l'Europe n'avait tenu que 2 semaines et le 15 août, le CAC avait enfin corrigé. Là, situation inédite, alors que Wall Street vient de connaître presque bientôt 3 semaines consécutives de baisse. D'une part, le CAC a tenu, le DAX a tenu, mais l'IBEX et le MIB, eux, ont fait de nouveaux plus hauts. Donc là, c'est complètement étonnant, à tel point que on peut se demander si ça peut vraiment durer éternellement. Et au fond, lorsqu'on voit que les indices US sont maintenant sur des supports, on se dit, finalement, l'Europe, elle peut repartir. Ça n'a pas décroché. Et pourtant, là, moi, j'ai
pas envie d'être acheteur du CAC 40 ou du DAX 30, puisque clairement j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de topiche qui se met en place, et même si j'ai envie de croire peut-être lors des prochains mois davantage de hausse du CAC, j'aimerais bien que ce dernier consolide de manière plus ample pour justement conserver un mouvement haussier construit. Et là vous êtes sur le CAC 40 en données hebdomadaires, et vous voyez que le canal haussier hebdomadaire qui lie les cours depuis le 2 juin 2012, la bande basse passe loin. J'aimerais bien qu'on y retourne pour ensuite aller plus haut. Ce qui m'importe là, c'est d'observer une construction graphique qui soit saine pour aller plus haut. Dans tous les cas de figure, Dow et S&P 500, et je pense qu'aujourd'hui, si jamais vous deviez me poser la question, Vincent Gann, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui comme point sur les marchés? Je dirais 14 880 points sur le Dow Jones. Pile poil le bas de canal, c'est du chartisme, et le chartisme ça fonctionne, et c'est ce que vous montre aujourd'hui les indices US. Donc sur l'indice CAC 40, vous connaissez tous les points, on va bien sûr en reparler en données journalières, mais 4169 points, c'est une résistance majeure hebdomadaire, mensuelle, etc. Vous le savez. 4125 points, ce sont les anciens sommets annuels qui font désormais office de support, on verra en données journalières. 4080 points, ce serait bien la sortie par le bas de cette compression que l'indice CAC 40 construit en données hebdomadaires. 4080, c'est aussi la valeur de la Kijun en données journalières. Donc en gros, au-dessus de 4080, j'ai envie de dire, pas de stratégie vendeuse peut-être trop agressive de cet indice CAC 40. Ça vaut peut-être le coup d'attendre que 4080 cède pour ceux qui souhaitent shorter donc cet indice CAC 40. Vente sur cassure, c'est vraiment la stratégie à adopter sur les indices européens car ils sont forts. Et vous avez tous vu que chez DailyFX, pourtant, on a tenté des ventes sur le CAC, on a aussi tenté des ventes sur l'IBEX, on a souvent été stoppé à zéro. Dans tous les cas de figure, cela prouve bien que les indices les indices européens tiennent bien. Bon, alors voilà pour ce que je voulais vous montrer en données hebdomadaires. Pour ce qui est du dollar index, vous connaissez les niveaux, c'est pareil, on en parle pas mal depuis ces derniers temps. Le dollar index teste aussi un énorme niveau de support. Au fond, ce que teste là le dollar index, c'est aussi un peu ce que teste USD Yen et Euro Yen. Ce sont des lignes de tendance haussière très importantes à moyen terme. Pour l'instant, le dollar index, malgré ce qu'il teste et malgré une divergence haussière potentielle, on va en parler en données journalières, pour l'instant pas de véritable rebond sur cette ligne de tendance haussière, mais peut-être que ce serait la réouverture du gouvernement US qui créerait un peu cette euphorie, ou en tout cas ce choc psychologique, un choc de marché nécessaire enfin à un rebond ne serait-ce que technique de ce dollar index, ce qui pourrait peut-être coïncider avec un rejet de l'euro-dollar sous les 1,37 $. En tout cas, pour ma part, j'attends 1,37 pour tenter des ventes, vous le savez, sur l'euro-dollar. Mais je suis méfiant sur ce dollar index, méfiant car j'observe par exemple ici une cassure sur le RSI hebdomadaire du dollar index. Je suis méfiant car ça fait plusieurs jours qu'on est posé sur un point, que j'ai pas le rebond aussi fort, moi, pour ma part, que j'attendais. Donc, pour l'horizon de temps hebdomadaire, vous avez déjà de toute façon tous les graphiques sur le forum. Pour les paires en yens, on vous a posté ce matin les graphiques sur le forum. Je vous montre enfin simplement l'euro-yen en données hebdomadaires, juste pour que vous puissiez tous réaliser pourquoi les 131,40 c'est un point majeur. 131,40 c'est un support horizontal, vous le savez, Nicolas Chéron l'a acheté, vous l'avez suivi pour la plupart, et là il fait un beau gain, c'est magnifique. Mais 131,40, ce n'est pas que ça. 131,40, c'est cette oblique de tendance haussière qui tient le choc aussi sur l'euro-yen. Et c'est aussi potentiellement cette structure de compression qui prend le temps de se construire depuis quelques mois sur l'euro-yen. Et c'est un peu comme le S&P 500. Au fond, on se demande si l'euro-yen ne peut pas revenir chercher les 134 avant peut-être un jour d'aller casser cette oblique. En tout cas, c'est ce soir à 1h50 du matin les minutes de la BOJ. On ne se met pas en face d'une politique monétaire, donc on verra bien les conséquences sur les cours. Mais là, aujourd'hui, belle réaction des paires en yens, et c'est pourquoi je vais ouvrir ma disposition journalière sur justement ces paires en yens pour voir que si elles devaient clôturer maintenant, ce serait quand même très joli ce qu'on aurait actuellement là, donc sur les paires en yens. Alors le Dow Jones. Oh là, attention, regardez le Dow Jones comme c'est vraiment critique.
Et comme quoi j'ai peut-être bien fait de pas être acheteur ce matin du Dow Jones. Regardez le dos, il teste un point, mais il continue de glisser. Il est pile poil dans le bas de canal. Le bas de canal, eh bien ici identifié à 14 880 points. On est dessus. Est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va tenir? C'est aujourd'hui que ça se joue sur le Dow Jones. Après 2 semaines consécutives de baisse, un bas de canal, si le bas de canal ne devait pas tenir, eh bien je pense que là, les indices US s'exposent clairement à davantage de baisse et peut-être que l'Europe va cesser de tenir. En tout cas, vous connaissez donc tous les points. Et du point de vue du news flow, du point de vue des politiques monétaires, ça se joue là lors des prochaines, eh bien, alors 24 plus 6, nous sommes lors des prochaines 30 heures maintenant. Lors des prochaines 30 heures, tout se joue maintenant. Donc soyez attentifs sur ces indices US, ici notamment sur ces fameux 14 880 points de l'indice Dow Jones. Alors, je vous remontre aussi le dollar index en données journalières, puisque autant c'est la journée des supports majeurs, autant aussi je pense qu'il se passe beaucoup de choses sur l'indicateur RSI ces derniers temps. Attention au dollar index, il y avait potentiellement, vous le savez, une divergence haussière, mais attention, si vous regardez le RSI en données journalières sur le dollar index, en fait il est dans une espèce de figure en triangle ascendant, il peut en sortir par le bas, et si le RSI du dollar index casse et sort par le bas de cette configuration en triangle ascendant sur le RSI journalier, clairement je pense qu'on aurait peut-être un signal précurseur de rupture de l'oblique haussière sur le dollar index. Nous n'en sommes pas là, aucun signal des données sur le RSI, aucun signal des données sur les prix. Sachez simplement, et je pense que vous l'avez compris, qu'on teste des points majeurs, et s'ils devaient être rompus, nous pouvons avoir des mouvements de moyen terme fortement directionnel, à savoir ici, eh bien, sur le FXM dollar index, un mouvement baissier qui pourrait être extrêmement prononcé, encore une fois, si et seulement si le signal donc est donné. En tout cas, le dollar américain est sous pression. Les indices US sont sous pression parce que ça fait 8 jours que le gouvernement US est fermé. Ça fait maintenant, c'est dans 10 jours que le plafond de la dette sera atteint aux États-Unis. Le Congrès US n'a même pas voté le budget 2014. Il n'a pas commencé à se pencher sur cette question de la dette publique, du plafond de la dette. Ça commence à faire stresser les marchés financiers. Vous avez vu aussi que le gouvernement chinois s'est aussi exprimé sur la question. Bon, pour l'instant, par contre, il n'y a pas d'envolée des rendements obligataires américains. Les contrats obligataires pour l'instant tiennent le choc, ils sont toujours recherchés, donc attention, et le dos tient pour l'instant à nouveau son support, donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas vous l'avez compris, on tient des supports importants. Pour ma part je suis acheteur du Bund, vous le savez, depuis jeudi dernier, acheteur du Bund avec un stop sous les 139,50, acheteur du Bund, et je vous ai préparé un graphique du T-Note, puisque vous savez que le Bund ne fait au fond que suivre la tendance de son équivalent aux États-Unis. Alors ce graphique, je vous l'ai mis sur le forum, mais je vais quand même vous le remontrer. C'est un graphique en données journalières du contrat futur T-Note. Alors je vous le retrouve. Voilà. Donc ici vous avez le 10 ans US en données journalières et vous constatez que lorsque la Fed a maintenu son programme d'achat d'actifs, son quantitative easing, la première réaction du marché, ça a été de faire des rachats de shorts sur les contrats obligataires, notamment sur le Bund, notamment sur les T-Notes, et vous aviez eu sur les T-Notes ici un gap haussier qui avait permis de franchir une belle oblique de résistance baissière et le point de départ d'un mouvement ascendant sur ce contrat de taux long US qui a agi avec contagion sur l'équivalent en Allemagne, donc le Bund. Pour l'instant, pas de cassure de support sur le Bund, pas de cassure de support sur le contrat futur T-Note. Le niveau c'est 126 à surveiller. Sur le Bund c'est 139,50. Je reste acheteur des obligations US et des obligations allemandes tant que les 126 tiennent sur les T-Notes et tant que les 139,50 tiennent sur le Bund. Pour l'instant, la stratégie offre du rendement risque et si jamais je devais être stoppé, de toute façon, le stop était proche. Voilà donc pour les contrats obligataires. On a parlé de pas mal de choses. On a parlé du RSI. La plus belle des divergences haussières, c'est celle que vous a trouvée Adriane, vous le savez, en données hebdomadaires sur l'AUD NZD. J'imagine que vous l'avez suivi. Franchement, je trouve que c'est vraiment joli. Je vous la remontre encore. Elle est ici. Donc vous allez dans Analyse technique et dans le menu Devises. C'est facile. Analyse technique, onglet Devises. Et là, vous retrouvez donc la stratégie sur l'AUD NZD. Pourquoi est-ce que je vous la remonte tous les jours, celle-là? Parce qu'il s'agit d'une stratégie de moyen
moyen terme qui est valable pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il y a peut-être 800 points à prendre et à peine quelques dizaines à perdre. Donc elle est belle celle-là, AUD-NZD, cas d'école donc en termes de divergence haussière en données hebdomadaires. Donc on va se remettre le dos pour voir que ça tient. Incroyable indice Dow Jones, il revient sur le bas de canal, il tient, 14 880 points, ça tient. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, bon, pour l'instant on tient, mais on voit vraiment que c'est du lourd, lourd. Alors, euro-yen. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. J'en perds mon souffle, mais il y a tellement de choses aujourd'hui donc à vous montrer. Alors, euro-yen, voilà. Alors, euro-yen, bon, chapeau bas à Nicolas, franchement, 4 nuls choc. Ça glissait, il achetait. Et aujourd'hui, il a acheté. Quel est le point commun en données journalières des paires en yens? Avalement haussier potentiel. Aujourd'hui, là, maintenant, si jamais les paires en yens devaient clôturer tout de suite maintenant, c'est un avalement haussier. Donc, voilà. Et un avalement haussier, vous l'avez compris, pas au milieu de nulle part, puisque vous avez tous vu ici, je vous les ai postés ce matin sur le forum, sur le site et sur le forum, USD Yen et Euro Yen, je vous redonne le lien puisque je vous ai posté les graphiques hebdomadaires. Dites-vous bien que potentiellement on fait des avalements haussiers journaliers sur des supports hebdomadaires majeurs. Donc d'un point de vue technique ça se tient, avalement haussier journalier sur des supports haussiers, sur des supports majeurs hebdomadaires, c'est plutôt joli. Vous l'avez compris à 131,40 sur l'euro yen. Et quant à l'USD Yen, c'est pareil, ça ressemble d'ailleurs au dollar index. Adrien d'ailleurs sur le forum, je crois que vous a proposé une stratégie haussière en swing sur l'USD Yen pour viser quelques points de rebond. Et quant à moi, je vous invite à surveiller le RSI hebdomadaire de l'USD Yen, notamment le niveau des 50. Mais plus que ça, vous avez un triangle descendant qui est en construction sur votre RSI sur l'USD Yen. Lorsque le RSI va sortir de cette figure, et je peux vous garantir, si j'étais Nicolas Chéron, je dirais que je mettrais ma carte d'analyse sur la table. Lorsque le RSI hebdomadaire va sortir de cette figure, et je ne sais pas dans quel sens, et bien derrière vous allez avoir un mouvement vraiment de moyen terme sur l'USD Yen. En tout cas donc surveillez-le. Il y a beaucoup de choses actuellement, il y a pas mal de choses hein, sur le RSI de la UDNZD. On a vu aussi sur le dollar index, là sur l'USD Yen, il y a pas mal de choses donc à surveiller sur toutes ces paires. En tout cas donc pour l'euro yen, eh bien beau rebond sur le bas de canal, les 131,40 ont tenu, prochaine résistance c'est 132,40. Là je pense qu'à très court terme il y a au moins minimum, grand minimum 40 points de plus à aller chercher sur cette euro yen. Euro GBP, petite satisfaction par rapport donc au point de marché que nous avons fait ensemble hier, puisque je vous avais indiqué, et comme d'autres d'ailleurs dans le forum, que nous étions hier sur un joli point de vente sur Euro GBP, point de vente confirmé, avec un rejet donc sous ces 0,8470. Attention quand même à l'Euro GBP, puisque vous le savez, le rythme de baisse est quand même devenu beaucoup moins vertical que par le passé, donc sur cette paire Euro-GBP. Dans tous les cas de figure, hier vous aviez donc une oblique de tendance baissière, un niveau horizontal et la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, et vous savez que lorsque par un point passe soit plusieurs outils techniques, soit plusieurs niveaux, là en gros à 0,8470, il y avait l'oblique baissière, le MA200, et donc 0,8470, donc voilà, bah ça se tentait. Après, c'est vrai que c'était pas forcément évident de se mettre en face de ces trois belles journées de rebond technique de l'Euro GBP. Mais dans tous les cas de figure, le point a agi. Et pour ma part, tant qu'on reste en dessous des 0,8470, eh bien, je pense que l'Euro GBP va poursuivre cette phase baissière. Donc euro yen, USD yen, on en a parlé. Bon, les matières premières, vous avez vu qu'elles tiennent bien. Adrien vous a tout dit sur l'or et l'argent. Pour ma part, je vous remonte ça tous les jours parce que je pense qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais sur le cuivre, ça comprime et ça comprime sérieusement. Il y a bientôt plus de place. On est dans une espèce de triangle. On peut peut-être encore rester dedans 2-3 séances. En tout cas, il va se passer quelque chose sur le cuivre. Surveillez-le donc activement. Les bandes d'intervention 3,25 pour le support. 3,40, ça ce serait éventuellement le niveau d'achat en cas de franchissement. Bon, en tout cas, surveillez-moi cette compression sur le cuivre. Le gaz naturel, comme le soulignait tout à l'heure sur le forum Ludo, eh bien le gaz naturel a tenu les 3,50, semble être en mesure de repartir à l'assaut des 3,80. En tout cas, le gaz naturel, ça se passe plutôt bien. Et là, la prochaine résistance, c'est les 3,75. Donc ça fonctionne.
Quant au pétrole, eh bien c'est plus ou moins même topo qu'hier, toujours dans un marché de rebond technique après 3 semaines consécutives de baisse. Le pétrole continue de souffler, support 102,50, résistance 105. Il y a aussi bien sûr la tempête qui approche aux États-Unis, qui approche du sud des États-Unis, qui potentiellement met en danger l'outil de production américain de pétrole. Et vous savez que les États-Unis sont à peu de choses près le premier producteur mondial. Donc voilà, dans le Golfe, il y a potentiellement eh bien, un risque pour cette production américaine, et c'est, je pense, cet aspect un peu la climatique qui soutient à court terme les cours du pétrole. Dans tous les cas, le WTI pour l'instant reste enfermé entre les 104,30 et les 102,90. Bon, en Ishimoku, si vous pratiquez, eh bien vous constatez qu'on est toujours dans le bas du nuage ici. On avait cassé une oblique de tendance haussière, on est toujours sous l'oblique de tendance haussière, donc on est complètement coincé entre l'ancienne oblique de tendance haussière qui fait désormais office de résistance et la partie basse du nuage ici en Ishimoku en données journalières. C'est latéral sur le pétrole. Quoi qu'il se passe à court terme sur le pétrole, moi je vous confirme la vue que je vous ai détaillée dans les prévisions trimestrielles, je pense que nous reverrons le pétrole sur les niveaux des 100 $ lors des prochaines semaines. Invalidation, eh bien si jamais justement le niveau des 105-106 devait être refranchi. Alors, ah oui, puis bien sûr j'en oubliais l'euro-dollar, puisqu'il se passe quand même beaucoup de choses sur beaucoup de marchés. Un point sur l'euro-dollar, et ensuite je me laisse guider par vos commentaires. Donc l'eurodoll, eh bien je reviens ici sur cette ligne de tendance que j'ai tracée hier avec vous, petite ligne de tendance intraday, tant qu'elle tient, tant que les 1,35-40 tiennent, objectif les sommets annuels, objectif 1,37, 1,37 pour ma part, je tenterai une vente, alors elle sera peut-être agressive, mais je mettrai un stop à 30 points. Honnêtement, on va peut-être les briquer les 1,37, je sais pas, dans tous les cas de figure, c'est les sommets du 1er février, 1,37,10, moi je le tente. Parce que lorsqu'un marché revient sur des points extrêmes comme ça, eh bien ce sont dans ces cas de figure-là que vous avez donc eh bien, le meilleur rendement risque. Donc on ira peut-être, eh bien je tenterai je pense des ventes. Bon, sur l'euro-dollar, pas de grand chose, pas beaucoup de nouveautés. Donc voilà. Ah oui, je regardais ça tout à l'heure, le double top, rappelez-vous sur les actions australiennes, objectif atteint, hein, double top, objectif atteint, et on revient sur le support à 5011 points, ça c'était assez propre. Pour les paires en yens, n'oubliez pas d'analyser le Nikkei, puisque vous connaissez bien sûr la corrélation positive entre paires en yens et Nikkei, et donc la corrélation inverse entre la tendance du yen et celle des actions japonaises. Ici, vous savez, le Nikkei avait cassé, regardez en fait sur quoi il se reprend là le Nikkei. C'est-à-dire qu'il avait cassé à la hausse le 9 septembre dernier d'oblique de tendance baissière, et là il revient, bon il est pas loin, il se pose dessus, mais bon, c'est pas évident franchement. En tout cas, n'oubliez pas de pratiquer aussi l'analyse technique du Nikkei. Dans tous les cas de figure, on surveille donc sur le S&P 500 les 1665 points, la partie basse d'un biseau ascendant qui est collé tout en haut du canal haussier de long terme. Est-ce que ça va casser ou est-ce qu'on peut remettre plusieurs séances de hausse et revenir chercher le haut? J'en sais rien. Dans tous les cas de figure, on est actuellement sur des points majeurs sur les indices US. Et moi, le dos, je le surveille de près et extrêmement près. Quant à l'indice CAC 40, tout se joue, je pense, non plus à 4125, mais à 4080 points. 4080 points. Eh bien, vous l'avez vu en données hebdomadaires tout à l'heure, partie basse de cette espèce de compression en données hebdomadaires que nous avons vu sur l'indice CAC 40. Et si vous voulez retrouver le graphique de cette compression, eh bien, rendez-vous ici sur le site. Dans l'analyse de ce matin, je vous avais posté ce graphique en données hebdomadaires de l'indice CAC 40. Autant sur le dos, tout se joue à 14 880 points. Autant sur le S&P 500, tout se joue à 1665 points. Autant sur l'euro-yen, tout se joue à 131,40. Sur l'USD yen, 96,80. J'espère que vous avez bien tous ces niveaux en tête. Sur le CAC, c'est à 4080 points que le moyen terme, c'est-à-dire les plusieurs semaines, se joue. Et bien sûr, j'allais oublier que ce soir, eh bien, débute avec Alcoa la saison de publication des résultats du troisième trimestre aux États-Unis. Ce soir, après la clôture à 22 h, Alcoa, le leader mondial des métaux industriels, notamment de l'acier et du fer, publie ses résultats du troisième trimestre. Donc en gros, tous ses revenus de l'été.
ce sera important puisqu'on a beaucoup parlé d'un rebond de la demande de métaux en provenance de Chine tout au long de l'été. Eh bien, on verra si les résultats d'Alcoa traduisent bien ce rebond de la demande en provenance d'Asie. Donc c'est majeur. En gros, pour résumer le news flow dans l'ordre, les résultats d'Alcoa ce soir, à 1h50 du matin les minutes de la BOJ et demain les minutes de la Fed. Alcoa, la BOJ, la Fed. Voilà donc pour le cadrage du news flow. Et maintenant j'en viens donc à vos commentaires et questions. Donc bonjour Stéphane, bonjour à tous, bonjour visiteurs. Alors, visiteur me dit ça bounte pas fort, et bien en effet, le bounte s'enflamme pas non plus, mais en swing, eh bien ça tient, ça reste haussier. Donc bah voilà, c'est une stratégie comme une autre, le stop vous le connaissez. Ensuite, bonjour Martial, Daniel, salut Vincent, ici MP, salut Ludo, salut Ludo, Nico Forex. Alors, visiteur me demande, la conférence est-elle ouverte à un titulaire de... Mais la conférence est ouverte à tout le monde. À tout le monde, vraiment à tout le monde. Alors, je profite de cette question parce que là, il faut vraiment ne pas avoir peur de ça. Hein. La conférence est ouverte à tous. Donc, je vous redonne le lien. Donc, en fait, il y a deux étapes. D'une part, là, en 10 secondes, vous vous inscrivez. Et ensuite, vous allez dans le forum. Je vous redonne le lien dans Correspondance de Trader. Et là, vous indiquez que vous venez parce que vous avez en plus une petite surprise, un petit supplément. Si vous dites aujourd'hui que vous venez, eh bien, il y aura une surprise pour vous, quelque chose que nous allons vous organiser. Donc allez-y, je vous redonne le lien. Et bien sûr, faut pas faire que de dire que vous allez être présent, il faut venir. Hein. Alors, donc c'est parti. Alors, bien sûr que Karen Preloal sera présente, Adeline. Alors, Edouard nous dit, le Brent s'approche de votre zone haut de canal, n'est-ce pas le bon moment pour shorter le Brent? Alors, le Brent, il était sous résistance ce matin. Par contre, le Brent, il est assez fort. Autant sur le WTI, je trouve que ça reste assez propre. Bon, le Brent, j'avoue, là, c'est sur le niveau. Attention quand même à l'actualité climatique pour les pétroles. Il y a, vous le savez, un ouragan qui arrive à proximité du golfe du Mexique qui met en danger l'outil de production américain. Pour l'instant, c'est dans l'actualité, on en parle, on n'en connaît pas l'impact. Quand ça va retomber, quand l'ouragan il sera passé, eh bien, je pense que le pétrole reprendra sa marche baissière. Mais là, eh ben, il a impacté, comme rappelez-vous en août dernier par le risque de guerre en Syrie. Là, il a impacté par ces risques climatiques. Et clairement, lorsqu'un outil de production aussi important que celui des États-Unis est mis en danger par une tempête tropicale, eh bien, on peut avoir ce type de réaction de couverture sur les contrats pétroliers. D'où cette hausse, je pense ici, du Brent et du WTI. En tout cas, vous avez raison de dire que le Brent revient à proximité ici d'une résistance importante, à 110,50. Mais soyons quand même méfiants lorsque nous avons du news flow comme ça. Prenons un peu de distance par rapport au niveau technique. Donc, je n'ouvrirai pas là, par prudence, une stratégie vendeuse sur le Brent. Alors, Olian nous dit, les Belges, salut, sont depuis 195 jours sans gouvernement. Les Belges sont depuis 195 jours sans gouvernement, nous dit Olian. Les US ont de la marge. Donc ça, c'était un petit note d'humour. Merci Olian. En effet, les Belges sont depuis 195 jours sans gouvernement. Espérons quand même que les États-Unis ne seront pas 195 jours sans gouvernement. Alors la situation est aussi différente. Hein. Voilà, la situation est quand même aussi différente. Je ne sais pas exactement quelle est la situation politique en Belgique. Je pense qu'on ne peut pas non plus la comparer. Bon, dans tous les cas de figure, je vous remonte ce graphique du dos, c'est juste tellement propre, le point. Voilà. Allez. Donc on continue. Alors, Nico Forex nous dit, je suis dégoûté, vous voulez pas décaler la conférence au 16? Eh bien, non, Nico Forex, c'est le 15 novembre. 15 novembre au Palais Brognard. J'espère que tu pourras faire en sorte de te libérer, ou au moins passer, même après la conférence, pour venir, eh bien, boire un verre, quelque chose comme ça. Alors, Adeline nous demande comment faire pour retrouver les analyses de Karen Preloal sur le forum. Alors sur le forum, vous avez une rubrique Ishimoku déjà. Ensuite, concrètement, je vais vous montrer comment faire. Bon, déjà sur le site, la plupart elles sont mises ici. Hein. Donc par exemple ici Brent, les paires du Pacifique.
Donc ça fonctionne un peu comme un flux permanent d'informations. Donc je vous redonne ici les liens d'ailleurs vers les toutes dernières analyses de Karen. Et ensuite, bien sûr, sur le forum, vous avez une rubrique Ishimoku qui se trouve ici, voilà, rubrique Ishimoku, où autre expert de Ishimoku, à savoir Kali, sur le forum, s'exprime. Donc voilà. Sur le forum, essentiellement notre expert Kali, et sur le site, essentiellement Karen. Et puis aussi Kali, bien sûr. Alors, Galon nous dit, pour l'euro-dollar, j'attends le franchissement des 1,36 pour acheter. Premier objectif 1,37 et 1,3750. Bien oui, Galon, bon là vous êtes dans le sens de la tendance, je suis d'accord. Je pense pas que le point haut de moyen terme va être fait à 1,37. Mais j'attends juste un premier test qui pourrait provoquer quelque chose. Bon, le Bund pour l'instant ça tient. Visiteur, est-ce que mon raisonnement est bon? Si le dollar baisse, alors si l'USD baisse, pétrole baisse. Alors bon, il y a souvent en effet un lien, mais bon, attention, il faut être méfiant par rapport à ça, parce que par exemple là, la baisse récente du dollar n'avait pas non plus neutralisé l'espèce de dégonflement de petites bulles qu'il y avait eu à la fin de l'été ici sur le pétrole. Mais de manière générale, oui, quand le dollar baisse, les matières premières montent. Là, c'est vrai que depuis quelques séances, il y a un rebond des matières premières, qu'il s'agisse des métaux précieux, des métaux industriels, des pétroles. Pour le pétrole, il y a en plus cet événement climatique. Après, il y a aussi ce risque de décrochage du dollar. Mais attention, sur les matières premières, il n'y a pas eu de breakout majeur. Il y a du rebond technique, il y aura peut-être bientôt des breakouts. Dans tous les cas de figure, on surveille les résistances techniques. Je pense que ce matin, Adrian vous a posté quelque chose de pas mal, voilà, sur l'or. Le niveau vraiment important sur l'or, je vous mets ce graphique là, c'est 1330. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cas de figure possibles sur l'or. Ici, c'est le rebond technique de l'été. Là, on a fait une conso. Soit on casse à la hausse les 1336 et on repart pour une envolée vers 1480. Soit l'or reste dans le canal et repart vers de nouveau plus bas. Donc, on a parlé des paires en yens, du dos, etc. Mais sur l'or, là, on teste actuellement aussi un niveau qui est extrêmement important. Donc je vous redonne ici le lien vers cette analyse d'Adrian sur l'or. Moi je repasse en temps réel sur ici l'once d'or. Vous voyez en effet qu'on est actuellement en train de tester la partie haute de ce canal. Après bon, je pense que si on casse en effet les 1330, on peut peut-être revenir sur 1345, 1360 pour savoir si vraiment l'or peut repartir ensuite vers de nouveaux plus hauts sur l'année. C'est vraiment 1360, le point de départ de la correction du 12 septembre dernier qui donnera la réponse. En tout cas là, à 1330, c'est un niveau important puisque c'est la partie haute de ce canal. Et Adrian vous proposait ce matin donc des stratégies de vente possibles donc sur cette once d'or. Et il y a peut-être un breakout en cours, donc si ça casse, c'est direction 1345. Alors, Visiteur nous dit ça fera pchit aux États-Unis. Oui, c'est certain. En effet, beaucoup de bruit pour rien. N'empêche que si ça dure, en fait, dans l'absolu, on a bien conscience que ça ne représente pas grand-chose. Par contre, la durée, elle, peut donner de l'ampleur à cet événement. Alors, là, vous me demandez les paires en GBP. Alors, les paires en GBP, l'euro GBP, en effet, on en a déjà parlé. Par contre, c'est le GBP USD dont vous voulez qu'on parle. Alors, GBP USD, sous les 1,60. Moi, je pense que GBP USD, un rebond vers 1,61, 60, 1,61, 45, ça peut être une bonne stratégie pour des ventes. Donc GBP USD, on s'est beaucoup exprimé sur le sujet. On a atteint ici une résistance mensuelle énorme à 1,63 qui a été testée. Il y a eu une belle divergence baissière. Moi je pense que les rebonds du GBP USD doivent être mis à profit pour vendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on vend sur GBP USD? Il y a une première résistance à 1,6150. Et là, pourquoi pas, on pourrait faire l'épaule droite d'une tête épaule, j'en sais rien.
dans tous les cas de figure, je pense que les rebonds de GBP USD doivent être mis à profit pour des stratégies vendeuses. Et 1,6150, ça me paraît pas mal pour tenter quelque chose. Et ensuite, si le support à 1,60 devait être cassé, eh bien la baisse reprendrait violemment sur GBP USD. En tout cas, si on va rechercher les tops, eh bien stratégie vendeuse. Donc voilà pour le câble. Pour l'aluminium, ah oui, alors Ramsey nous parlait d'Alcoa pour l'aluminium, bien sûr. Bip Bip nous dit que le gaz naturel est en train de casser un triangle ascendant, à confirmer en clôture horaire. C'est vrai que le gaz naturel, comme le disait Ludo, ça file à 3,80. Ça file, ça file, ça file. C'est propre. D'ailleurs, on a fait un mât, une correction latérale, un mât. Donc oui, bah là, ça file déjà à 3,77. Hein, enfin, c'est beau. Franchement, c'est pas mal le gaz. Hein, c'est pour ça, faites attention aux matières premières, notamment les énergies. Là, il y a un bel... Enfin, à court terme, ça tire pas mal. Je serais pas agressivement vendeur à court terme là sur les pétroles. Même si à moyen terme, je pense que ça baissera. Mais je me mettrai pas face à ça. En plus, il y a les événements climatiques. Enfin, il y a pas mal de choses. Voilà. Donc, patience. Alors, Ludo, Ishimoku, Chartisme et le reste, je pense que tu as compris. Ok, merci. Merci Ludo, pas mal, pas mal. Visiteur, est-ce que la cassure des 14 880 serait un signal fort sur le Dow Jones? Eh bien, oui, tout à fait. 14 880, je vous remonte simplement ce qui est actuellement testé par le Dow Jones. Alors, hop, je vous avais posté ça hier, indice US à moyen terme. Donc on va revenir sur le site, puisque bon, tout à l'heure je voulais aussi remontrer. Mais voilà en fait actuellement ce que teste le Dow Jones. En fait je vous l'avais mis sur le forum, donc on va aller tranquillement sur le forum pour aller rechercher ces points. Alors non, bon ça a disparu. Donc je vais vous remontrer directement sur la plateforme. Actuellement, voilà ce que teste le Dow. Ici vous avez le bas de canal de très long terme qui passe extrêmement bas. Et là vous avez cette figure là, clairement, ouais, je pense que oui, voilà, si on casse ce point là, eh bien, alors bien sûr qu'il y a la possibilité qu'on fasse une mèche, il faudrait une clôture franche, vraiment en clôture, mais je pense que le Dow Jones pourrait revenir à 14 550 points. Si jamais il devait sortir par le bas de ce canal, en effet, on aurait à court terme peut-être 300 points de baisse supplémentaire, mais c'est pas cassé et n'anticipons absolument pas la cassure. Alors, de rien Adeline. Salut Vincent, sur le dos, peut-on attendre à des réactions à 14 770? Oui, alors 14 770, en fait, c'est ce point-là. Hein. Bah oui, clairement, ce sont les points bas du 28 août. Donc oui, ça viendra... En fait, ces niveaux de support, ça peut venir cadrer un peu le rythme de marché si jamais on devait casser par le bas, quoi. Donc bah, voilà, c'est toujours le même principe. On peut faire ça, baisser là-dessus, revenir chercher... En fait, on peut casser, venir sur 4770, effectuer un pullback et confirmer la rupture éventuelle des 14 880. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être ce pullback où ce serait intéressant d'adopter une stratégie vendeuse, mais bon, c'est pas encore fait, quoi. C'est pas encore fait. Stéphane me dit fausse info sur la Belgique. Les 195 jours sans gouvernement, c'était il y a 3 ans. Depuis, on a... Ok, donc fausse info sur la Belgique. Bon, bah, honnêtement, je ne connais pas le site. Enfin, je sais pas où on est d'un point de vue politique, la Belgique. Donc là, je vous fais entièrement confiance. GBP USD, nous en avons parlé. Les rebonds doivent être mis à profit pour vendre. Et la prochaine résistance est à 1,6150. Visiteur dit comme dit Nico, on est en train de se faire balayer par les marchés. L'ONEL, alors doit-on entrer long sur des indices aussi forts que l'IBEX et l'Italie? Moi je pense que l'IBEX et l'Italie, clairement, il faudra les acheter si on revient sur support en fait. Mais moi j'entrerai pas acheteur maintenant de l'IBEX. Regardez l'IBEX. Bon, l'IBEX vous l'avez sous les yeux. Bon, l'IBEX, vous allez me dire, ce biseau ascendant, c'est ce que je disais à Adrien, je le retrace tous les jours. C'est un peu de la triche, dans tous les cas de figure. L'IBEX, même si lors des prochains mois, il peut rester le plus fort, même si dans un an, il va à 11 000 points, imaginons.
un jour ou l'autre, il s'expose à un prise de profit à moyen terme, qui sera en effet important et qui sera intéressant pour venir se positionner. Mais voilà, regardez ça, ce canal sur l'IBEX. Bon. Là, vous auriez un point d'entrée intéressant, si l'IBEX revient là. Et donc, il peut très bien sortir par le bas de ce biseau. En plus, regardez sur le RSI. Regardez le RSI, ce que vous avez sur l'IBEX. Vous avez aussi un triangle descendant. Actuellement, il y a plein de choses à surveiller sur le RSI. Hein. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, voilà, si l'IBEX il sort par le bas de ça, et qu'il sort par le bas du biseau, il reviendra chercher ça. Un support ici à 8820 points. Et là, peut-être qu'on pourra tenter des achats. Donc oui, en effet, ce sont des indices à acheter en priorité sur repli. Je suis d'accord. En tout cas, sur le dos, on surveille, on surveille, on surveille. Si jamais, enfin, franchement, c'est un niveau, c'est juste énormissime, quoi. Vous pouvez acheter avec du rendement risque. Stop sous 14 880 points. Et si jamais ça casse et qu'on revient à 14 770 points, il faudra vendre sur rebond. Donc là, franchement, il y a plein de possibilités de trading avec du rendement risque. Hein, donc là, le marché, quand même, vous sert, vous donne pas mal de choses. Hein. Alors, Bip Bip nous dit que le Nasdaq est en train de confirmer une confirmation de divergence baissière sur le RSI journalier. Alors, on est... Oula, c'est vrai, le Nasdaq, j'avais pas vu, mais... Cette divergence baissière dont je vous avais parlé, on a cette structure-là. Attention, en effet, au Nasdaq, mais bon, c'est quand même l'indice le plus fort, donc soyons prudents. En tout cas, bon, vous avez compris, il faut surveiller les indices US. Alors Yves nous demande l'argent. Eh bien l'argent c'est à peu près comme l'or. C'est-à-dire que l'argent est en train... Ah, il est où l'argent? Il est là. Alors l'argent il avait tenu ici une belle oblique haussière. Il avait tenu un support à 20,60. Ça repart. Est-ce qu'on peut avoir comme sur l'or une stratégie de breakout? Je regarde. Eh bien l'argent, je me demande s'il l'a pas déjà fait son breakout en fait. Celui que ce serait potentiellement en train de faire l'or. Bon. C'est possible, en plus qu'il ait pris appui dessus, donc c'est possible, ouais, en effet. Ouais. C'est possible que l'argent ait déjà donné un signal. Et dans ces cas-là, bon bah là il pourrait rejoindre les 23. Donc ouais, en effet. Au même titre que l'or pourrait rejoindre là les 1360. Bon, les matières premières, là, elles sont soutenues et c'est peut-être aussi parce que le dollar reste particulièrement faible. Ok, View nous donne... Bah, sur le dos, bon, le niveau vous intéresse. Il y a du rendement risque. Mais en gros, c'est quoi? Le stop, bah, c'est une vingtaine de points sous les 14 880. Hein. Et puis voilà, après, c'est pas sûr que ça tienne. Mais vous avez un point majeur, il y a du rendement risque. Voilà. On vient de faire 3 semaines consécutives de baisse, bas de canal, etc. Bon, on en a parlé pas mal de fois, vous connaissez l'ampleur de ce niveau. Les risques s'il était cassé, mais en même temps, un point intéressant pour un achat court terme. J'avoue, l'argent, je me demande, je sais pas ce que t'en penses Adrian, mais est-ce que l'argent aurait pas déjà fait un breakout? Et pour rejoindre les 23 $. Ouais. Est-ce qu'il aurait pas déjà fait... Mais est-ce qu'il serait pas... Il avait peut-être pas être précurseur dans la baisse, l'argent? Je sais plus. Bon. Bah alors, voilà. Nicolas et Adrien me disent aussi... Ouais, quand... Non, alors, Adrien dit que l'argent est sous résistance. Bon. Bah, on s'accorde pas trop, là, mais bon. En effet, il faut surveiller. Alors, Adrien nous précise que la résistance est à 22,40 sur l'argent. Donc, 22,40, c'est 1300 sur l'or, c'est ça? Alors, message fort d'Adrien. Message fort d'Adrien. Adrien me dit, si vous voulez shorter l'or, c'est maintenant. Stop 1332. Donc Adrien vous propose sa stratégie vente or, stop 1332. Il vous dit que c'est maintenant. C'est donc quelque chose qui se tente. Puisque voilà où est l'or dans le haut de son canal. Donc si vous le shortez, c'est maintenant avec un stop hyper serré. Donc vous avez du rendement risque. Alors, Panther 666. À mon avis, si l'or n'arrive pas à monter à la situation actuelle, en US, il est condamné.
Alors, donc voilà. Allez, il est 16h15, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Donc, merci de votre attention. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous voir à la conférence FXM parce qu'on vous prépare quand même un bel événement. C'est du 100% gratuit. Il y a du monde, il y a à manger, il y a à boire et tout est gratuit. Et c'est dans un bel endroit. Donc, je compte vraiment sur vous. Merci à tous. À demain, de vive voix. À tout de suite sur le forum.